Europe 1. On sourit, mais il n'y a pas de quoi. Régis Le Sommier est donc là, journaliste, grand reporter pour Omerta. Vous avez été longtemps à Paris Match, vous avez écrit pour le journal du dimanche et ce sera à lire le reportage puisque vous arrivez de Courx. Absolument. Quelle température d'ailleurs il y a en ce moment à Courx ? C'est étonnamment, c'est un peu moins froid qu'ici. Alors ça dépend parce que vous savez ça varie en Russie, en Ukraine parfois, mais on va vers les grands froids là, oui. Et qu'est-ce que vous avez retenu principalement de ce reportage ? Écoutez, c'est ce que j'ai retenu ce reportage. J'étais avec une équipe de jeunes soldats qui font des petits commandos en fait, qui s'occupent des drones. Et j'ai découvert en fait en passant 10 jours à leur côté que le drone est devenu la pièce centrale du champ de bataille. Vous savez, depuis 2 ans, on dit les troupes n'avancent pas, on grignote, les Russes grignotent village après village. Une des raisons, c'est parce qu'aujourd'hui, il peut plus y avoir, avec la saturation de l'espace du ciel dans les zones de combat, il peut plus y avoir de regroupement de troupes, vous savez, pour lancer un assaut. Ou alors, ça peut être, mais il faut vraiment qu'elles se planquent. Ce qu'avaient fait les Ukrainiens à Koursk, ils avaient acheminé leurs soldats près de la frontière. Certains n'avaient plus leurs uniformes, ils étaient arrivés en voiture civile pour essayer de se camoufler au maximum et surprendre les Russes. Mais ça n'arrive très peu. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a une concentration de blindés et de troupes, eh bien vous avez les drones qui arrivent et les drones traitent ça et ils font un carton. Et en fait, le grand enseignement de ce reportage, qui sera donc à lire, à découvrir en documentaire chez Omerta, mais surtout, ce week-end à lire dans le JDD, c'est que avant on disait oui les drones c'est un élément important. Je le disais moi-même, c'est pas la première fois que je vais dans ces zones, mais là aujourd'hui les drones c'est devenu l'élément central. Mais alors ces drones, c'est pas des drones simplement pour voir, c'est des drones armés. Bien sûr, et il y a les deux. Vous avez le drone d'observation qu'on lance en premier, qui repère la zone, le drone armé. Et ensuite il y a ce qu'on appelle le FPV qui arrive avec des têtes des roquettes, accrochées au drone et qui va percuter évidemment. Et quand le char, vous êtes 10 jours avec une unité de combat ? Oui, tout à fait. Mais une unité de combat qui est russe ou qui est ukrainienne ? Alors, là, j'étais avec les Russes, mais oui. Il m'est arrivé au début de la guerre de couvrir le front côté ukrainien aussi. Mais c'est important de faire dire, évidemment, Bien sûr, mais j'étais avec les Russes, mais si vous voulez, les Ukrainiens ont des unités de dronistes qui sont identiques. Mais vous êtes accepté, parce que j'imagine les gens qui sont en train de nous écouter, oui. ils entendent qu'un journaliste est avec une unité de combat russe. D'abord, ils s'interrogent, parce que nous, Français, on est plutôt pro-ukrainien, donc ils se disent comment est-ce possible et est-ce que vous-même vous n'êtes pas menacé, voire influencé ou manipulé ? Ils peuvent se dire cela. Écoutez, on est dans des circonstances où il est très difficile. Enfin, je vois pas pourquoi ils me manipuleraient. Et puis, d'abord, ce sont des jeunes. Ce que je vous dis, c'est des nouveaux soldats. C'est un soldat qui ressemble à nos ados. Ce sont des gens qui mangent des pizzas, qui boivent du Red Bull, qui dorment pas la nuit, qui font du jeu vidéo. Parfois, quand ils sont en relâche à l'arrière, c'est difficile de l'élever avant 10 heures. Donc, ce que j'ai écrit dans le papier du JDD, je dis chez nous, on les engueulerait. Là-bas, on les traite très bien. Pourquoi ? Parce que ils sont devenus l'élément fondamental. Je vais vous raconter une anecdote. Un moment, donc, on est dans les bois. Tout ça se passe dans les bois. C'est des petits commandos qui s'infiltrent comme ça et qui vont, évidemment, en envoyant leur drone, observer l'ennemi et ensuite le frapper. Ils jouent à quoi ? Ils jouent en fait aux jeux vidéo, c'est leur univers, mais là ils le transposent dans la réalité. Et la réalité, ce sont les fréquences. C'est-à-dire que les drones sont pilotés à travers des fréquences, des ondes, et le but de l'adversaire, c'est de choper la fréquence de l'autre pour faire tomber son drone. Vous avez évidemment les brouilleurs, et en fait, tout le champ de bataille est saturé, et à un moment, on est donc, on vient de lancer un drone, et on capte la vidéo d'un autre drone. Le droniste s'imagine que c'est un drone d'une unité russe à côté. Puis il regarde bien la vidéo, et en fait, la vidéo, il se rend compte que, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre le point où on est. Parce que c'est la vidéo d'un drone ukrainien qui est en train de nous arriver dessus. Donc on lâche tout, on se planque, le drone arrive, il se fait exploser, pas très loin. Donc vous voyez, vous imaginez un peu, voilà, c'est une guerre d'un nouveau type, mais c'est la plus mortelle aujourd'hui. Un des dronistes me disait, je tue plus
qu'avec un obusier, qu'avec un canon, avec un drone aujourd'hui. Régis Le Sommier revient de Courx et il est avec nous, journaliste grand reporter. Vous pourrez lire son reportage dans le journal du dimanche, mais vous allez pouvoir l'interroger sur notre inquiétude. Et avant cela, nous sommes allés ce matin avec Olivier Guénec, qui est allé à la rencontre des auditeurs d'Europe 1 peut-être, mais des Français plus sûrement, pour leur demander est-ce que vous êtes inquiets d'une possibilité de troisième guerre mondiale. Écoutez. Alors oui, déjà, moi j'ai peur. Et pourquoi ? Parce que déjà, Vladimir Poutine a indiqué que la guerre avait pris un tournant mondial selon lui. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait peur. Je pense pas qu'il s'arrêtera à l'Ukraine. Et je pense que si les États-Unis continuent aussi à jouer le jeu de qui est le plus fort, on va forcément arriver à une escalade qui va amener forcément une guerre mondiale. De toute façon, on n'en est pas loin. Entre l'arrivée de Trump et la présence de Poutine, qui passent leur temps à se chercher, à se provoquer, j'ai peur qu'un jour ou l'autre, il y en ait un qui envoie le go. J'ai peur pour mes petits-enfants, j'ai peur pour mes petits-neveux, j'ai peur pour ma famille. Ça ne m'est jamais arrivé, si vous voulez. Je suis excessivement anxieuse. Voilà. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer là ? Moi, c'est l'atome. Avant, c'était pas ça, mais là, c'est l'atome qui me fait peur. C'est les missiles nucléaires, c'est tout ça. Dites-moi, monsieur Olivier Guénec, lorsque je vais tout dire aux auditeurs, parce que je dis généralement tout aux auditeurs. Ce matin, à 8h, on s'est vu, et je vous ai dit, allez interroger des Français dans la rue. Là, vous les avez interrogés au téléphone, manifestement. Ils sont très bons, d'ailleurs, j'ai même reconnu des voix de certains auditeurs d'Europe 1, et tant mieux. De savoir. Tant mieux. Hein. Mais c'est trop froid, Pascal. Bien sûr, mais alors quand il fait froid, en fait, vous êtes Régis Le Sommier, il passe 10 jours à Courx, avec une unité de combattants, et vous êtes dans votre bureau en train de passer des coups de fil. C'est ça le journalisme comme vous l'imaginez. Excusez-moi, ça c'est le journalisme 2.0, c'est ça désormais. Pardonnez-moi, Pascal. Écoutons Sébastien Lecornu, ministre des Armées, hier soir sur CNews. J'aimerais en fait qu'on fasse quelque chose pour nous Français, c'est qu'on arrête de passer d'un état extrême à l'autre. C'est-à-dire soit d'une énorme inquiétude en disant « Oh là là, c'est terrible, c'est la troisième guerre mondiale », à quasiment instantanément un autre statut qui peut parfois nous conduire à une forme de déni sur la réalité des menaces. Et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre, qui est la mise en page de mes notes, en fait. Depuis 2 ans. Oui, depuis 2 ans, cet été, j'ai mis en page patiemment l'ensemble de mes notes depuis 2 ans pour essayer de démontrer, vers la guerre, point d'interrogation, que nous ne sommes pas en guerre, mais que nous ne sommes plus en paix comme nous l'avons connu. C'est-à-dire, en fait, fin de la guerre froide, chute du mur de Berlin, dissolution du pacte de Varsovie. Pierre Lelouch est ancien ministre, il est un invité de Romain Desarbres ce matin sur CNews. Une guerre qui a changé le monde, dit-il. On sent cette inquiétude dans le pays. Je parle aux gens. Cette guerre a changé le monde durablement, mais vraiment durablement. Et c'est très angoissant. Vous faites allusion à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Et cette guerre, elle a métastasé dans d'autres conflits. En Orient, en Extrême-Orient, on voit bien que ce sont les mêmes acteurs. Un conflit mondial, la question est posée par Romain ce matin à Pierre Lelouch. Il est mondial, le conflit. De fait. Il est devenu mondial. Je veux qu'on comprenne ceci. La précédente crise nucléaire, c'était en 62 à Cuba. Ça a duré 13 jours. Et le monde avait tremblé. Là, on pensait que... C'est du même niveau aujourd'hui, c'est bien pire. Ça fait 3 ans que dans un territoire couvert d'armes nucléaires, l'Europe, avec 4 puissances nucléaires, l'Angleterre, la France, les États-Unis, la Russie, une guerre de très haute intensité se déroule. Régis Le Sommier, le président russe Vladimir Poutine a estimé ce jeudi que le conflit en Ukraine a pris un caractère mondial, n'excluant pas de frapper les pays qui ont fourni à Kiev des armes utilisées récemment contre le territoire de la Russie, ce qui est prêt à tout. C'est ce qu'il disait hier, prêt à tous les scénarios. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que la possibilité de troisième guerre mondiale existe selon vous ? Écoutez, oui, il y a une véritable fuite en avant, on sent bien. Alors, par rapport à ce que disait un des auditeurs, je pense qu'au contraire, c'est la perspective de l'arrivée de Trump qui fait que, en Ukraine notamment, au niveau des autorités, il y a une volonté d'internationaliser le conflit pour mettre un petit peu Trump devant le fait accompli et qui continue à aider l'Ukraine. Si vous voulez, Trump, il a promis d'arrêter l'aide à l'Ukraine, il a promis la paix, enfin en tout cas d'essayer de négocier avec... il avait même dit, mais je pense que c'était un peu présomptueux de sa part, qu'il arrêterait la guerre en Ukraine en 24 heures. Je pense que là, on peut considérer que ça n'arrivera pas, mais en tout état de cause, il y a ces 2 mois qui vont être extrêmement angoissants. Après, est-ce que Trump arrivera à négocier, à faire retomber les tensions ? Je n'en sais rien, en tout cas c'est son intention, mais au niveau des autorités de Kiev et au niveau d'un certain nombre de personnes en Ukraine aujourd'hui, l'idée
sait que la Russie a, par exemple, on met l'accent sur le fait qu'il y aurait des Nord-Coréens. Alors moi, j'en ai pas vu. Hein. J'ai vu pas mal de soldats venant d'autres nationalités, y compris des Colombiens, des Sri-Lankais, même un Chinois que j'ai vu là-bas, mais je n'ai pas vu de Nord-Coréens. Côté ukrainien, côté russe. Côté russe, côté ukrainien aussi. Des questions, voilà. Parce que c'est le jeu. On avait dit que des auditeurs pourraient vous interroger et de connaître leur sensibilité. Bonjour Christophe. Oui, guten Morgen, Herr Frau. Bonjour Pascal. Maintenant, je veux bien qu'on commence à parler allemand tous, mais bonjour, cher Christophe. Pourquoi vous me parlez allemand? Vous habitez en Allemagne? Mais vous savez, je suis Christophe qui a été en Autriche et à chaque fois vous m'avez... effectivement. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Bin ich ein kleines Kind, lerne ich Deutsch. Ah, ça recommence. Non, mais oui. Non, vous êtes Pascal, vous êtes meilleur en imitation, pathétique en chanteur, mais vraiment consternant en allemand. Donc vous laissez tomber. Je suis consternant, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire votre sentiment et puis peut-être une question à Régis Le Sommier? Écoutez, moi, Pascal, pour la première fois, je suis effectivement inquiet parce que je pense que tous les ingrédients sont réunis. D'une part, parce que Poutine valide toujours ses propos, donc à l'instar de ce qui s'est passé quand il a voulu faire l'offensive en Ukraine. Premier point. Deuxième point, l'initiative de Biden d'utiliser les armes de l'OTAN contre la Russie, c'est quand même un élément qui est annonciateur de quelque chose de beaucoup plus grave. L'association avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un est aussi très inquiétant. Et la preuve en est, nos amis scandinaves qui ne sont pas des perdreaux de l'année, les Finlandais et les Suédois, annoncent déjà à la population le risque d'une guerre avec des brochures extrêmement bien faites et ne sont pas du genre à inquiéter leur population pour rien. Donc, à mon avis, encore une offensive de ce type de la part de l'OTAN, puisque maintenant c'est le terme utilisé, et je pense qu'il est capable de tout. Cet homme est capable de tout. Et pour la première fois, oui, j'ai peur. Régis Le Sommier, cet homme est capable de tout. D'abord, ça veut dire quoi, être capable de tout, de déclencher quoi? Une guerre mondiale avec l'OTAN, avec la France, avec l'Allemagne? Moi, je m'en réfère, le Figaro a fait un papier là, un truc extrêmement intéressant, reprenant les éléments d'un papier du New York Times sur les 12 bases de la CIA qui, après 2014, ont été installées par les Américains sur le front en Ukraine. Front qui existe depuis 2014, faut le rappeler, la guerre elle date pas de 2022. Il y avait la guerre entre les séparatistes du Donbass et Kiev de 2014 justement, et guerre qui continue aujourd'hui. Ces 12 bases de la CIA indiquent quoi? Elles indiquent que dans cette histoire, on ne peut pas considérer que les Américains aient un rôle neutre ou aient eu un rôle neutre dans cette guerre. Poutine est l'agresseur, ça c'est incontestable. La Russie envahit l'Ukraine, mais il y a tout un tas de prémices qui ont permis justement à cette situation d'éclore, et les Américains ont quelque part joué avec le feu en étendant l'OTAN ou en tentant d'entendre l'OTAN, puisqu'on en a parlé tout de suite, jusque à quelques centaines de kilomètres de Moscou. J'entends bien, mais la question essentielle que pose Christophe et qu'on pose depuis hier soir, c'est faut-il croire Poutine ou non? Bien sûr qu'il faut le croire. C'est sûr qu'il faut le croire. Mais sur la réalité des dangers, je vous donne juste un exemple que je viens de vivre. J'étais donc sur le front le saillant de Souja, donc le front de Koursk, et plusieurs fois je me suis retrouvé avec, il y a là-bas une centrale nucléaire qui était l'objectif, la centrale de Kourchatov, qui était une centrale civile. J'ai vu à côté de cette centrale, je l'ai vu de mes yeux, des interceptions de missiles ukrainiens dans le ciel. Alors ils visaient pas spécialement la centrale, mais vous imaginez une centrale de l'époque de Tchernobyl, construite en même temps que Tchernobyl, avec des échanges de feu, qui a été l'objectif des Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, le 6 août, quand ils ont fait leur incursion dans l'oblast de Koursk, ils voulaient se saisir de cette centrale. Ils ont été très très proches de s'en saisir, pour ensuite, évidemment, essayer de négocier avec les Russes qui, eux, avaient saisi la centrale d'Energodar à côté de Zaporizhzhia. Donc il y a une espèce de chantage avec des combats qui se déroulent à moins de 20 km d'une centrale nucléaire. Donc, vous dire, on peut mettre des mesures à exécution. Oui, tout est possible dans cette guerre. À partir du moment où les choses, en fait, ne sont que des réponses. Si vous voulez, ce qui s'est passé, Joe Biden donne l'autorisation in fine. Pendant longtemps, il a résisté aux demandes de Volodymyr Zelensky de pouvoir utiliser ces fameux missiles longue portée. Qu'est-ce qu'il a fait? Finalement, Joe Biden a dit OK. Qu'est-ce qu'a fait Poutine? Il a fait en gros un test nucléaire sans l'ogive nucléaire dessus, pour dire attention, regardez ce que je peux faire.